Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous présente un ami de longue date. Je vous avais déjà dit lors de tuto précédent que je ferai une vidéo là-dessus. J'ai nommé le Kabar et Becker BK9. C'est parti pour la review. Kabar et Becker BK9. Au niveau de l'historique, je vais vous le passer cette fois-ci parce que ceux qui ont déjà regardé le tuto sur le BK2, BK22 en fonction des outils qui vont avec, j'avais déjà fait un historique sur la collaboration entre le designer coutelier Ethan Becker et la société Kabar, donc ça je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, j'ai une fois commencé à l'envers, je vais commencer par l'étui. Alors, l'étui est en nylon. De bonne qualité, bien sûr c'est pas du Kydex, au niveau survie c'est pas le top du top non plus, parce que le tissu, avec l'exposition au soleil, au froid, à la neige, au sel, va finir par s'abîmer. Mais il faut savoir qu'on parlera du prix tout à l'heure. Pour le prix, ils n'allaient pas faire un étui sur mesure thermoformé. Donc voilà, on a un étui avec deux trous, deux œillets pour l'accroche à la cuisse avec paracorde. On a le système qu'on retrouve assez souvent sur les couteaux où on a le passant ceinture fixe, et si on a déjà mis sa ceinture et qu'on est trop fainéant pour la retirer, on a le scratch pour pouvoir le mettre direct au pantalon avec un œillet en plus de sécurité. Au niveau de l'arrière, vous avez un système molly, comme il y en a qui appellent ça parfois, tactique. On peut le rajouter à l'arrière d'un sac, ce que je ne conseille pas vu son gabarit, mais bref. On peut l'accrocher un peu partout et n'importe quoi, et n'importe où. Et on peut aussi éventuellement accrocher d'autres choses dessus. Voilà. Spécificité aussi de l'étui. Donc il faut savoir que c'est un étui extérieur nylon type Cordura, mais non breveté. Et intérieur plastique. Donc quand on retire le couteau, hop, vous voyez que ici on a un intérieur en plastique, voilà, qui fait le travail. D'accord, donc c'est au niveau de la rétention, bien sûr pas l'idéal, hein, parce qu'une fois que on rentre le couteau dans le plastique, si on le penche, il tombe. C'est pourquoi vous avez ici la petite accroche trombone qui fait bien le travail. Vu le poids du couteau, vu la taille, il ne faut pas mettre l'attache trombone tout le temps. Quand vous l'avez à la ceinture, comme ça bien sûr, avec l'inertie, il tombera jamais. Il est beaucoup mieux équilibré que le BK2 au niveau de l'étui qui partait comme ça. Donc ici, on n'a vraiment aucun souci. Ce sera juste pour les transports de type long ou pour faire d'autres tâches sur le bivouac ou lors de la guerre. Alors à ce moment-là, vous l'attachez. Donc ça, c'est la première spécificité de cet étui-là. Deuxième spécificité qui est, je trouve, assez sympa sur ce modèle BK9, c'est un deuxième étui devant. On peut même dire un deuxième et un troisième étui devant. Je m'explique. Donc ici, vous avez en fait un deuxième étui plastique juste ici devant, plus devant l'étui plastique un petit push. Moi par exemple, j'y mets, voilà, mon fire steel avec mon grattoir et un peu de bois gras pour démarrer le feu. Donc ça, je mets ça dans la pochette de devant avec éventuellement une petite chignole si je veux faire du bushcraft et des trous dans les cuillères. Et dans la pochette ici, elle a été prévue pour mettre un deuxième petit backup en fixe. Je pense que c'est le BK13 de Kabar et Becker. Il y a aussi également le S-Kabar qui avait été fait en collaboration avec la société Easy et Kabar, qui est aussi un petit gabarit du type de l'Isula en squelette qu'on peut également mettre dedans. Donc voilà, moi ici je mets ma tige de ferrocérium et du bois gras. Vous pouvez mettre 2-3 mètres de paracorde. Voilà, je trouve que c'est très sympa comme système.
Donc au niveau de l'étui, on est sur du low cost, middle cost, mais je trouve de bonne qualité et qui fait le travail. Ça, c'est déjà un point positif. Donc on est sur une lame de presque 24 cm, sur une hauteur de 4,7 mm et sur une épaisseur de 4,9, donc quasi 5 mm. L'acier, c'est de l'acier 1095 au carbone. Ils appellent ça aussi sur certains sites Crovan pour chrome et vanadium. Mais voilà, ça reste du 1095 de toute façon. On est dans une émouture plate partielle, mais ils appellent ça combat Bowie, vu la spécificité de la pointe qui va quand même servir, même si elle est fort large, comparé par exemple au Ka-Bar 12-17 ou à d'autres couteaux de combat, ou même au Drop Forge survivaliste. Il va pouvoir planter, on va pouvoir améliorer la pénétration avec la coupe de lame en fin de lame, mais voilà. Au niveau pénétration, on va dire qu'il y a mieux. Pour le reste, comme la plupart des couteaux Ka-Bar et BK, quand il sort de sa boîte, tranchant ultra rasoir. Alors comme tout bon couteau de survie, évidemment, on est sur du full tang. Et on a des plaquettes. Alors celle-ci, c'est exactement les mêmes que pour la plupart des BK, hein, bon, BK2, BK7, etc. À la base, elles sont en Zytel, hein, donc ça ressemble à un genre, on va dire, de plastique résine qui est quand même fort glissant. Ça, c'est un petit défaut le seul, je pense, qu'on peut lui trouver. Donc moi, voilà, j'ai investi dans des plaquettes qui sont plus chères. Je pense que ça coûte une cinquantaine d'euros juste pour les plaquettes, qui sont en micarta. Donc le micarta, je n'en parle plus non plus puisque j'en ai parlé dans les autres vidéos sur les couteaux de survie. Vous savez, au niveau de la rétention et au niveau de la qualité et surtout au niveau de la stabilité du matériau en toutes conditions, ce que ça fait. Donc c'est top du top. Justement, donc plaquettes interchangeables. Alors il faut savoir que maintenant, ici, début 2020, je pense, ils ont sorti d'autres plaquettes avec des dessins et des textures et des couleurs différentes, un peu comme le fait de Knife Connection pour le couteau de The Architect. Voilà, si vous avez un peu de thune à mettre là-dedans et que vous voulez tuner votre couteau, vous pouvez le faire. La seule chose ici, pour moi, c'est là, au moins, ça augmente la rétention et la solidité du manche, donc j'ai investi. Au niveau de la lame même, on a un burin ici à l'arrière qui est assez fonctionnel, donc ça va pas, ce n'est pas en pointe comme la plupart des couteaux tactiques, mais voilà, casser des pierres pour faire des armes, casser des fruits secs, casser des dents, des choses comme ça, ça marche bien. On a un passant dragon, comme c'est quand même, on verra, un super chopper, c'est important d'avoir une bonne dragon. Et on a un jimping et une découpe spéciale sur le dessus de la lame qui permet, lors de coupes de précision qui seront assez rares vu le gabarit de la bête, qui permet quand même d'avoir une bonne préhension en précision, on va dire ça comme ça. Alors, comme tout bon couteau tactique, on a un coating en époxy noir, hein, donc qui est collé sur la lame à chaud. Comme à chaque fois, vous voyez, quand on utilise, ben, ça se barre. J'ai justement un de mes abonnés qui me faisait la remarque en disant que lui ne les prenait plus avec un coating tactique parce qu'il trouvait que le couteau était dégueulasse après quand il était abîmé. Effectivement, on a vite l'impression que le couteau s'use. Maintenant, il faut savoir que même avec ça qui est parti, tant que vous entretenez correctement votre lame pour éviter la rouille, on reste sur un couteau tactique qui ne donne pas de reflet à distance. Donc voilà, pour le couteau tactique, pour moi ça sert quand même d'une part pour protéger de la rouille et par la suite, même quand c'est abîmé, en tout cas de ne pas générer des reflets avec le soleil pour être plus discret. Voilà, couteau ici fait aux États-Unis. On va voir maintenant au niveau du poids, de la taille générale et de ce qu'il a dans le ventre.
de là à là, on est sur du 37 cm, hein, donc ça reste un long couteau. 490 grammes, donc 490 grammes pour nos amis français, avec l'étui. Donc c'est un couteau qui est relativement léger pour ce qu'il a dans le ventre, on va le voir tout de suite. Et alors l'angle d'aiguisage ici, on est sur du 20 degrés, j'ai envie de dire quasi traditionnel. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Du boulot bien sec. Une bonne portion. Et on est parti. Et voilà, comme c'était prévu, très facile. Alors l'avantage d'un grand couteau, comme j'ai déjà dit dans d'autres tutos, quand vous avez une lame qui dépasse aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, surtout en full tang et plate semelle, si vous êtes bloqué à l'avant, vous pouvez venir taper par derrière aussi pour libérer le couteau si vous n'avez pas d'autres techniques que vous connaissez. Et donc voilà, ça permet de pouvoir aussi bien taper à gauche qu'à droite, ce qui est pas négligeable justement pour un gabarit comme celui-ci. Alors vous voyez sans surprise que au niveau bâtonnage de bois sec, c'est un jeu d'enfant. Ça fait des années déjà que je l'utilise. La lame ne bouge pas et pourtant il en a mangé, vous avez vu au niveau du coating, la lame ne bouge pas. Alors je l'entretiens après chaque usage intensif, un petit coup de pierre, un petit coup d'huile ou de WD-40 en fonction, sauf si vous l'utilisez pour la cuisine, et c'est reparti. Alors au niveau, voilà, ça va très vite aussi. Bâtonnage, on s'en serait douté, nickel. On va aller taper un peu de coupe à la volée maintenant. Je peux déjà vous dire qu'à la volée, c'est un chopper, donc même si il a l'appellation Bowie Combat Knife, pour moi c'est clairement un couteau de camp, un couteau de bushcraft. Ok, ça plante, mais c'est pas ça qu'on lui demande. L'avantage ici, de nouveau, pour les coupes à la volée, c'est que le poids est bien réparti sur l'avant. Le couteau n'est pas trop lourd, donc ici on va avoir une attaque plus facile avec l'inertie de la lame en coupe à la volée, et en même temps sans se péter le poignet parce que le couteau n'est pas très lourd. Au final 480 grammes sans étui, c'est pas énorme. Et alors on a toujours cette fameuse poignée que j'adore, hein, surtout en micarta, mais le dessin de la poignée qui a vraiment une ergonomie de dingue, et qui, même en coupe à la volée, vous permet de, voilà, quand vous avez la dragonne, si vous voulez le tenir plus loin pour avoir encore plus de mouvement et d'amplitude, avec le bout qu'il y a ici qui est bien courbé, d'une part ça glisse pas et d'autre part ça vous fait pas mal, donc c'est vraiment le top du top. On va aller voir ça maintenant pour les coupes à la volée. Voilà, ici on est dans de l'arbre mort, sec, pourri, peu importe. Je ne vais pas trancher des arbres vivants comme à chaque fois, vous le savez, sauf si c'est des arbres qui doivent être éliminés pour des raisons forestières, mais sinon je le fais dans du mort. Donc démonstration coupe à la volée. Voilà, sans grosse difficulté. Vous voyez que l'extérieur commence à pourrir, que l'intérieur est bien sec, bien dur. Ça a pris quoi, 5 secondes. Donc voilà, on va pas aller plus loin pour les coupes à la volée. C'est limite une mini machette. Top. Vous voyez que couper, ça coupe. Alors bien sûr ici, si c'est pour tailler des pointes ou pour faire des pièges, des camps, ce que vous voulez, bien sûr avec la résistance de lame
vous allez avoir forcément plus dur qu'avec un couteau Scandi ou un plus petit gabarit, mais la lame et le tranchant redoutable font que au final ça se passe bien. Ok, voilà, c'est vraiment un plaisir de tailler avec ce couteau-ci. Donc forcément, vous pouvez pas demander à un gabarit pareil de travailler des heures à la coupe de pointe ou ce genre de choses, parce que là vous allez vite vous fatiguer. En tant que tout bon survivor ou bushcraftman, vous allez avoir un backup sur vous qui va vous permettre de tailler des plus petites pointes, voilà. Ou alors vous vous faites pas chier, on donne 2-3 coups de bâtonnage pour déjà avoir une petite pointe et on termine en douceur. Alors au niveau de la précision de la lame, je vous disais que voilà, vous pouvez voir que la coupe est vraiment nette, parfaite, et vu le gabarit quand même très précise. Voilà, voilà. Alors pour ce qui est des bâtons hérissons, forcément encore une fois ici c'est un grand gabarit, donc vous allez avoir un peu plus de mal avec l'inclinaison de la lame et ce genre de choses. Bon, ici je suis dans du bois qui est très très dur, mais vous voyez quand même que ça fait le travail. Donc voilà, tout ce qu'il faut. Alors, petit truc pour faire des bâtons hérissons ou autres, encore une fois, le genou, on vient, on tire et voilà, on peut obtenir des plus petits copeaux qui vont nous servir si on a une espèce de chimac de couverture ou n'importe quoi par terre. Voilà, on va faire un max de copeaux comme ça, sans trop se fatiguer. Et une fois que voilà, j'aurai réuni tous mes copeaux, j'aurai déjà du petit bois, un peu sous forme de bâton hérisson, mais je ne me serai pas acharné à essayer de voilà, taper dans la précision comme on peut le faire parfois. Donc, souvenez-vous, vous avez la prise inversée ici pour venir chercher, voilà, comme ça, le couteau pour travailler plus au niveau des dorsaux, ou alors vous avez la prise genou avec, hop, le couteau comme ça. Dernier truc, vous avez celle-ci aussi, où, voilà, on a le même résultat. Donc au niveau précision, comme c'était attendu, c'est bien, mais d'ailleurs c'est même très bien, parce que j'ai même pas vu que je m'étais un petit peu coupé. J'aime bien quand il y a du sang sur la lame, ça fait vraiment combat knife quoi. Donc je mets toujours un peu de sang en général. Voilà, donc ici super chopper, bâtonnage génial, limite petite machette, petit abattage de tronc, fendage, refendage du bois nickel, bâton hérisson super. Le seul petit bémol, c'est vraiment pour voilà, si vous comptez faire du froissartage ou du bushcraft pur et vous taillez une cuillère avec ça, vous avez plus vite fait de vous tailler une fourche ou de vous tailler tout court, parce que ça va être difficile. Donc il faut savoir pourquoi vous l'achetez celui-là. Comme couteau polyvalent, si vous pouvez avoir qu'un seul objet, pas de hache, pas de scie, pas d'autres couteaux, il y a vraiment un truc, vous partez pour la série Alone et vous devez choisir 10 objets. Voilà, pour moi celui-là c'est un bon compromis, en tout cas pour tout ce qui est travaux de camp, éventuellement même la chasse. Au niveau de la pointe, voilà, c'est une pointe qui est faite, je ne vais pas la casser, hein, on a déjà vu ce que ça faisait, mais c'est voilà, c'est une pointe qui est solide, qui est suffisamment épaisse et qui est faite surtout pour voilà, trancher. Sachant bien que, et c'est là que j'y reviens, contrairement au Dropforge Survivalist de Cold Steel ou au Ka-Bar 12-17 qui sont aussi utilisés pour une partie du combat, on va dire, ici vous n'avez pas de garde, d'accord? Donc pour moi un combat knife, il faut d'office avoir une bonne garde,
pour pas glisser quand on plante. Alors ici on a une très bonne ergonomie. Néanmoins, pour moi, au niveau de la pointe et au niveau de la garde, c'est pas un couteau de combat, c'est un couteau de camp. Alors pour ce qui est du fire steel, hein, ici on a vraiment un bon angle à 90 degrés, 90 degrés. N'oubliez pas qu'il y a toujours ce fameux coating, donc là c'est un point faible pour le fire steel. Ça fonctionne quand on s'acharne dessus, mais le mieux si vous n'utilisez pas ce qui est censé être utilisé avec le grattoir, comme je le dis à chaque fois, si vous ne l'utilisez pas, c'est de taper un petit coup de lime sur le dessus de la lame. Donc ici vous voyez que il faut s'acharner pour avoir au final pas grand chose du tout. Donc encore, comme je le rappelle à chaque fois, j'enfonce le clou, tige de ferrocérium, grattoir. On n'utilise un couteau comme grattoir que si on n'a plus que cette opportunité là. Donc de grâce, utilisez ce grattoir. Merci pour les couteaux. Voilà, vous voyez que l'angle à 90 degrés est net, mais le coating retient le frottement de la tige de ferrocérium et n'est donc pas très intéressant. Il y en a d'autres qui vont le faire à cet endroit-ci, ce ne sera pas précis du tout pour allumer votre feu. À bon entendeur, merci. Voilà, donc ici, même pour des plus petites tâches comme décrocher les particules d'écorce, vous allez avoir plus difficile, bien sûr, mais vous voyez que c'est faisable. Et pourquoi c'est faisable? Parce que le tranchant est, encore une fois, comme je le dis, redoutable. Ici, je vous ai dit, j'ai tapé dedans comme un porc pendant des années, et au final, la lame, voilà, quand elle n'est pas sale, on s'aperçoit qu'elle est nickel. Nickel, elle ne bouge pas et elle garde son tranchant rasoir en permanence. Alors pour le mot de la fin, comme vous l'aurez compris, moi je suis assez fan de ce couteau. Au niveau du prix, en fonction des sites, vous êtes dans les gammes de prix normales entre 145 et 180 € avec l'étui compris. Je sais qu'il y a certains sites pour l'instant qui le font en promo à 129 €, là où d'autres sites sont tout à fait en rupture de stock. Donc si vous l'aimez bien, traînez pas à l'acheter. J'ai aucun pourcentage à faire de la pub là-dessus, comme à chaque fois. Moi c'est un couteau que je trouve vraiment génial, et s'il est en rupture de stock, je suppose que c'est qu'il y a des raisons aussi. Je trouve que 150 balles pour un couteau comme ça, avec un étui low cost, mais qui a plein de bonnes idées dedans et qui fait le travail, ça vaut largement les 150. Voilà, j'ai jamais été déçu de ce couteau. La seule chose, c'est les petites coupes de précision. Voilà, vous n'allez pas acheter un tracteur pour tourner votre petit jardin de 2 arts. C'est pareil. Ici, encore une fois, à chaque fois que je parle d'un objet polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait tout très bien, mais rien super bien. On est d'accord? Donc ici, ultra polyvalent, mais ne cherchez pas une spécificité particulière qui n'a pas. Forcément, vous serez déçu. Donc, pour clôturer tout ça, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des remarques, pareil, tant qu'elles sont constructives, ça fait avancer le schmilblick et c'est génial.
Et pour le reste, encore une fois, sortez, 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 sortez. Même si on va vous dire de sortir couvert ou de rester cloîtré chez vous, c'est aussi ça la survie, c'est aussi parfois de pouvoir dire non à certaines règles qui ne seraient pas fondées pour des raisons ou d'autres raisons. Voilà. Sachez que quand vous êtes seul dans la nature et qu'il n'y a personne autour de vous, ben, à part avoir la bonne énergie des arbres, vous n'emmerdez personne. Donc sortez, 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 respirez le bon air. Arrêtez d'être dans la peur, arrêtez d'être cloîtrés chez vous comme des victimes. Si vous voulez être des gens qui maîtrisent, alors déjà, il ne faut pas vous faire passer pour des victimes. Et ensuite, il faut avoir un cœur de lion. Et les lions, ça n'a pas de maison. Donc, sortez, pratiquez, ayez confiance en vous et vivez.